Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal tout en images du mercredi 4 mars 2026. En voici les titres. Avec l'ouverture officielle de la campagne des municipales lundi, les différents candidats et leurs soutiens font feu de tout bois. La communication est primordiale pour que son discours soit entendu. Outre les meetings, les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante, nous le verrons. C'est la journée mondiale de l'obésité, une pathologie qui concerne plus de 22% de la population dans les territoires ultramarins. Chez nous, une femme sur 4 est touchée. Les professionnels de santé alertent sur une progression constante de l'obésité avec des conséquences parfois lourdes. Et puis le Raffle Rhythm souffle un vent nouveau sur le dancehall local. Effet de mode ou véritable retour sur le devant de la scène de ce style musical, seul l'avenir nous le dira. En attendant Kalash, Admiralty Chris, Saïk ou encore X-Man, toutes les pointures antillaises se sont prêtées au jeu. Depuis toujours, une campagne électorale ne se fait pas sans communication. En Martinique, les candidats s'adaptent désormais aux nouveaux usages. Communication traditionnelle ou réseaux sociaux, chaque équipe choisit son support en fonction de la cible visée. Sur le territoire, près de 24% de la population ne maîtrise pas la lecture, ce qui rend aujourd'hui la vidéo presque indispensable. C'est important d'avoir les supports de communication pour pouvoir toucher le maximum de monde, avoir un contact le plus élargi possible. Alors, ça dépend le type de personnes que l'on veut atteindre. Si ce sont des personnes qui sont peu connectées, on va plutôt utiliser le sonore, le papier, enfin les voies de communication classiques. Et puis, s'il s'agit de personnes connectées, eh bien, on va s'intéresser à des supports comme les réseaux sociaux. Cette équipe utilise également les réseaux sociaux, mais continue de s'appuyer fortement sur les méthodes de communication plus traditionnelles. Le support électoral, nous utilisons toutes sortes de supports communicatifs, par exemple, tout ce qui est sur les réseaux sociaux. On a travaillé beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est à la page. Les réseaux sociaux, c'est ça qui prime. On fait aussi des flyers, on fait aussi du porte-à-porte. Ça aussi, c'est primordial, parce que connaître les doléances de chacun des citoyens spiritaires. Pour Eddy Marajo, les techniques traditionnelles peuvent parfois être biaisées. Selon lui, l'utilisation des réseaux sociaux doit être réfléchie, stratégique et surtout régulière plutôt qu'occasionnelle. Les voitures avec les micros, les tracts qui sont distribués dans les boîtes aux lettres, les programmes dans les boîtes aux lettres, les bilans dans les boîtes, ça ne fonctionne pas. À la fois parce que c'est souvent de l'écrit, et je le répète, les gens ne lisent pas, ils lisent de moins en moins et il y en a beaucoup qui ne savent pas lire. Ça, il faut mettre ça dans la tête des candidats. Et puis, surtout, quand vous avez 7 candidats et que vous avez 7 bilans et 7 programmes, vous allez lire? Jamais. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est une perte de temps et surtout, c'est une perte financière considérable. En fait, je ne dis pas ça parce que je n'aime pas les imprimeurs. Au contraire. Une chose est sûre, à l'approche des élections, la bataille des idées se joue aussi sur le terrain de la communication. Deuxième jour de procès dans l'affaire Repaul au tribunal judiciaire de Fort-de-France. Fabien Chérubin comparé pour vol avec violence et viol. À l'audience ce mercredi, les magistrats ont examiné les différents rapports d'expertise versés au dossier. Des éléments jugés déterminants pour la suite des débats. Demain, la victime présumée des viols doit être entendue par la Cour. Deuxième journée a été l'occasion de poursuivre l'instruction de cette affaire à la barre. Et cette instruction a donné lieu à une série de questions. Ensuite, nous avons entendu des victimes, nous avons entendu des rapports d'expertise, expertise psychiatrique, psychologique. Nous avons poursuivi en gros l'examen de ce dossier au point que je peux dire que les choses se précisent. Se déroule calmement. Nous avons entendu ce matin donc, un médecin légiste effectivement qui a décrit la situation dans laquelle il avait trouvé le corps de la victime égorgée, donc c'était assez pénible, effectivement. Cependant, ce sont des faits douloureux qu'il a décrits. Nous avons également entendu donc, une des filles de la partie civile qui a manifesté son mécontentement, ce qu'on peut comprendre. C'est sûr que même si mon client présente des excuses ou demande pardon, mais elle n'entend pas les lui accorder. Le 4 mars marque la journée mondiale de l'obésité. En Martinique, près d'un adulte sur deux est en surpoids ou obèse. L'obésité seule concerne environ 22,4% des adultes selon les données de Santé publique France.
Dans les rues de Fort-de-France, le mot obésité divise. Entre banalisation et inquiétude, les avis sont partagés. On va là-bas plus pour pouvoir aller plus vite dans la vie de tous les jours. Pour moi, quelqu'un qui est obèse, c'est pas un souci. L'obésité, c'est la malbouffe. J'ai toujours été mince, mais depuis on entre en retraite, on est livré à rester assis, à avoir du bon temps. C'est un problème que nous voyons tous les jours, mais je ne sais pas si les personnes sont conscientes du fait que l'obésité soit un problème de santé. On aime la facilité, on n'a pas le temps, donc la rapidité, acheter en extérieur, acheter en portée. Je ne fais pas particulièrement attention, j'essaie quand même de gérer pour ne pas prendre plus de poids, effectivement, mais je ne fais pas de sport, pas d'activité en particulier, non. Pour les spécialistes, l'obésité n'est pas une question d'apparence, c'est une maladie chronique bien définie. Robert Bonda, nutritionniste conseil, rappelle que l'indice de masse corporelle permet de poser un diagnostic. Selon lui, l'alimentation trop riche, les portions importantes ou la sédentarité expliquent en partie la situation locale. De plus en plus, ne prennent pas assez le temps pour faire à manger. Il y a tellement de manger tout près qui est là, et puis de manger qui ont un bon goût. Et je dis aux Martiniquais, le fabricant qui met en place un produit, il va calculer ce qu'on appelle le point de félicité. C'est le point qui va rendre la personne accro. Et une fois qu'on a goûté au produit, on ne peut plus s'en passer. Dans les cabinets médicaux, les chiffres deviennent des visages. Le surpoids entraîne des complications lourdes. Diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires. La situation devient dangereuse quand il y a une diminution de la fonction de vie et les pathologies qui aussi donnent des problèmes vitaux, genre infarctus, insuffisance respiratoire où on ne peut pas vaquer à ses occupations correctement. Le diabète, quand il devient de plus en plus lourd à traiter. Face à cette progression, la prévention reste la priorité. Mieux manger, réduire les produits transformés, bouger au moins 30 minutes par jour et consulter plus tôt. Des gestes simples mais déterminants pour éviter des complications parfois irréversibles. Séverine Elie Marius, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc doctorante en écologie à l'Institut de la biodiversité et de l'écologie, donc une composante de l'Université des Antilles. On y reviendra un peu plus longuement dans quelques minutes. Et vous êtes venu nous parler ce soir d'une journée d'études autour de la souveraineté alimentaire. Ma première question sera très simple, très concrètement. Lorsque l'on parle de souveraineté alimentaire, on parle de quoi? Alors la souveraineté alimentaire, ça désigne le droit du coup, d'un peuple, d'un État, d'une région, à déterminer comment elle va s'alimenter. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir une réflexion et donc faire des choix avec des directives sur comment on produit, qu'est-ce qu'on produit et éventuellement aussi quelles sont les choses que l'on va importer ou pas pour pouvoir garantir l'alimentation des populations. Et donc cette journée d'études, je ne l'ai pas précisé, mais elle aura lieu ce vendredi à l'Université des Antilles. Comment va-t-elle s'articuler? Quels sont les différents temps forts? Alors cette journée d'études s'articule en 2 temps forts. Le premier est un temps d'échange entre des chercheurs, des enseignants-chercheurs, également les doctorants qui travaillent au sein de l'Institut. Et un deuxième temps qui démarre à 16h avec des conférences qui sont ouvertes au public et qui sont pensées pour, d'une part, proposer des résultats de recherche et d'autre part permettre des temps d'échange avec un contact direct avec ceux qui produisent des connaissances scientifiques sur cette problématique. Aujourd'hui, quels sont les enjeux pour notre territoire lorsque l'on parle de cette thématique? Alors globalement, ils sont tous très nombreux, mais ils sont tous liés au fait que nous sommes des territoires insulaires et que nous avons donc une vulnérabilité qui est quand même assez forte. D'une part à cause des conséquences du changement climatique, dont nous percevons actuellement quand même l'impact et donc sur lesquels nous pouvons prévoir des conséquences, on va dire, sur nos systèmes agricoles. D'autre part, on voit bien avec l'actualité que le contexte géopolitique dans la zone est en train de se redessiner. Cela peut menacer, perturber nos voies d'approvisionnement actuelles. Et donc, ça fait de ces enjeux de souveraineté alimentaire un enjeu important qui commence déjà à être investi à la fois par les politiques et par le grand public. Et donc, nous, notre position, c'est que la recherche
peut fournir des éléments qui vont soutenir les choix, pouvoir proposer des stratégies qui seront soutenues, éclairées par des productions scientifiques, dont certaines ont un ancrage local. Bien justement, ça rejoint ma prochaine question, hein. Où en sommes-nous des travaux à propos de cette souveraineté alimentaire? On l'a compris, hein, lors de cette journée d'études, il y aura des échanges entre professionnels et puis une sorte de restitution, j'ai envie de dire, peut-être des échanges également avec le public derrière. Mais cette question, elle est travaillée depuis de nombreuses années maintenant, j'imagine. On en est où? Peut-on être optimiste pour les années à venir? Alors, du point de vue scientifique, effectivement, nous avons des travaux qui vont analyser à la fois les enjeux et les opportunités. Par exemple, avec l'analyse des systèmes alimentaires actuels, l'analyse de certains types de gouvernance choisis, comme par exemple le projet alimentaire territorial. Donc, il y aura une communication sur cet objet. On a des travaux aussi qui portent justement sur comment fonctionner avec les politiques publiques actuelles. Nous avons une autre communication faite par le docteur Aubertan sur le fait de marronner les politiques publiques, par exemple. Et donc, il y a effectivement des travaux qui permettent, d'une part, d'analyser ce qui est en cours actuellement, mais aussi, d'autre part, d'envisager des évolutions. Et donc, il s'agit de réfléchir vraiment, alors déjà de prendre connaissance de ces travaux, et ensuite, dans un deuxième temps, potentiellement de nouer des collaborations qui permettront d'intégrer ces travaux-là dans les choix qui seront pris en termes de gouvernance. Et il faudra pouvoir être écouté à ce moment-là. Ce serait intéressant pour nous. Voilà. Alors, une dernière question rapidement. On l'a dit, vous faites partie de l'Institut de la biodiversité et de l'écologie, cet organe de l'Université des Antilles. En quelques mots, en quoi consiste-t-il? Alors, c'est tout d'abord un organisme de recherche qui a été monté en collaboration. Donc, c'est vraiment une collaboration importante, un investissement stratégique important de l'Université des Antilles et de la collectivité territoriale de Martinique. Nous avons trois grands axes, on va dire. D'une part, la formation. Donc, nous avons ouvert effectivement des diplômes de licence professionnelle qui visent justement à pouvoir utiliser, valoriser notre biodiversité, qu'elle soit terrestre ou marine. Donc, une licence professionnelle protection et gestion de l'environnement avec un parcours axé sur la valorisation et la protection pour les écosystèmes terrestres. Une licence métier de la mer, toujours aussi axée sur cette valorisation. Et nous avons également un master sur la gestion de l'environnement. Et en deuxième axe, nous avons forcément la recherche. Et cette recherche, en fait, elle s'appuie sur un plateau technique qui vise en fait à mieux connaître nos écosystèmes à toutes les échelles, avec plusieurs angles d'exploration, donc de la molécule, les écosystèmes tels qu'on les voit en macroécologie. Et puis, on a des approches pluridisciplinaires parce qu'on aura à la fois des écologues, mais aussi des personnes en sciences humaines et sociales, des juristes, pour pouvoir justement concevoir des propositions qui vont utiliser cette approche systémique. Donc une approche vraiment globale. Merci beaucoup Séverine et Marius d'avoir accepté notre invitation. Et rendez-vous donc vendredi à partir de 16h pour le grand public. Mais j'ai bien compris, toute la journée sera dédiée à cette souveraineté alimentaire à l'UA. Merci à vous. Je vous remercie. Un rythme efficace et des artistes de la scène dancehall locale et mondiale qui placent leurs textes. La recette du succès de la Wifle Redeem, la nouvelle tendance en soirée et sur les réseaux sociaux, appréciée des amoureux du genre, comme Marilia et Mélina. Déjà, je trouve que ça bouge bien. J'aime bien le rythme, j'aime bien le fait qu'on bouge dessus, qu'on a envie de danser. Les sonorités aussi qui nous mettent en avant, c'est très caribéen. Donc, ça nous entraîne en fait, tout simplement. Moi, c'est Admiralty, c'est lui qui a donné le plus de performances. Donc, ouais, Admiralty, Kérosène après. En quelques mois, le phénomène s'est répandu comme une traînée de poudre. Création du DJ jamaïcain Mac, le Wifle Redeem est une instrumentale qui date d'1 an. Son succès récent sur les réseaux sociaux et une forme de compétition entre artistes dancehall a entraîné dans son sillage bon nombre d'artistes locaux. J'ai été identifié plusieurs fois, je dis bon, à ce moment-là on m'a dit que bon, non, tu fais quoi alors? Il y a tout le monde qui pose ce Redeem là, c'est le Redeem du moment, tu fais quoi? C'est le public qui demande, hein. Quand j'ai vu qu'il y a 1, 2, 3, 10, 100, non, il faut que je fasse quelque chose. Et pour moi, moi, dès que tu envoies Redeem, pour moi, je suis content, pour moi c'est
c'est mon truc. Donc, Tout en rythme là, quand même, c'est un rythme trouvé vraiment bien. Et donc on pose essayer parce que bon, on peut mon jeu et c'est vrai que là, on fait morceau là, il y a une certaine émulation qui fait. C'est vrai que la production, elle est terrible, très originale, à la fois très actuelle dans les sonorités, mais en même temps qui nous permettait de sortir du vrai dancehall et des vrais lyrics là-dessus. Alors à la base, j'allais pas poser dessus. C'est vraiment en ayant été mentionné pas mal de fois par les gens. Des amis DJ qui me disent mais le truc est viral, pose quelque chose dessus et tout. Donc voilà, en tant qu'artiste, je pouvais pas trop résister. Entre retour des clashs, démonstrations techniques et messages conscients, le succès sur les réseaux sociaux du Wi-Fi Rhythm marque un retour à ce qu'est l'essence même du dancehall. La popularité de ce rhythm fait revivre une certaine tradition de la culture du dancehall jamaïcain, c'est-à-dire le rhythm, donc cette base instrumentale commune sur laquelle plusieurs artistes posent leurs chansons, et aussi cet aspect de défi, de compétition. Donc depuis très longtemps, hein, les sound systems entre eux s'affrontaient. Tout cela d'ailleurs a contribué à l'expansion aussi de la culture du dancehall jamaïcain qui est arrivé chez nous. Donc effectivement, le phénomène de ce rhythm fait revivre ce côté compétition et confrontation musicale. Comme de nombreuses tendances sur les réseaux sociaux, difficile de dire combien de temps le Wi-Fi Rhythm va perdurer. Mais pour l'heure, ne faut-il pas juste profiter de la performance des artistes sur cette boucle qui fait danser la planète entière? Sage pour jouer les savants. Tu sais que j'envisage de tuer ton talent. Je ne vois que des enfants. Tillage, rien de marrant. Dans le game, je suis ton daron. Le fond de ton slip est marron. Et même si ou écrit 10 pages lyrics, là pas bon. Résilience et ténacité sont sans doute les maîtres mots dans le camp du MUC à l'issue de ce choc de la 16e journée du championnat face au RC Rivière Pilote. Les universitaires ont dû dans un premier temps faire le dos rond après avoir perdu le premier set 25-21 et se montrer déterminés, se battant sur chaque échange. Si les Pilotins du Sud font jeu égal avec leur adversaire au début du second set, progressivement, les universitaires se détachent et le remportent 25-20. Pas de quoi décourager les hommes de Patrick Chassol qui montrent de belles choses lors du troisième set. S'il est très équilibré, c'est tout de même le MUC qui le remporte 25-22. La quatrième manche est à l'image du reste du match. Les deux formations se rendent coup pour coup. Et si le RC Rivière Pilote prend la direction des opérations, le MUC parvient à égaliser 21 partout avant de se détacher pour s'imposer 25-22 et 3-7-1. Je pense qu'ils ont été tout simplement meilleurs que nous. On ne va pas chercher d'excuses. On a joué de manière très irrégulière. Ils ont profité de ces situations-là. Bon, pour moi, c'est sans regret. Tout ce qu'on cherche, encore une fois, à réaliser pour notre première année, c'est qu'on se qualifie pour ces playoffs-là. C'est une équipe qu'on voulait emmener aux playoffs. Donc maintenant, on est aux playoffs. Et c'est une équipe qui mûrit au fur et à mesure sur chaque match. C'est des gars qui se prennent en main et c'est un vrai plaisir d'être avec eux. Donc on verra. On continue de travailler, on verra. En tout cas, on a toujours des super adversaires qui nous permettent de nous sublimer à chaque fois parce que l'équipe de Rivière Pilote aujourd'hui a montré du très très beau volleyball. Et grâce à eux, d'une certaine manière, ça nous permet de nous sortir un petit peu et de monter en niveau. Toujours dans le cadre de cette 16e journée du championnat, le RC Arlésien et le Rayon se sont imposés sur le même score. Au classement, le MUC conforte sa place de leader avec 3 points d'avance sur le RC Arlésien qui a tout de même 2 matchs en retard. Le RC Rivière Pilote complète le podium. Il est à 8 points du leader, tout comme le Rayon. En bas de tableau, on retrouve Team Pulse et l'Empire. Chez les femmes, on a joué le week-end dernier les quarts de finale aller des playoffs. Dans ce cadre, le Good Luck recevait l'Espoir, des Foyalaises qui prennent le jeu à leur compte et s'offrent le premier set 25-18. Les protégées de Loris Christine poursuivent sur leur lancée. Elles maîtrisent leur adversaire et ne leur laissent que des miettes. Le second set est remporté 25-17. À 2-0 et avec la belle entame de troisième set, certains croient l'affaire réglée, mais il n'en est rien. Dans un sursaut d'orgueil, les Lucéennes se reprennent et s'offrent le troisième set 25-20. L'Espoir renaît. Il poursuit sur sa lancée et est au coude à coude avec son adversaire.
Dans les derniers instants du 4e set, le Good Luck hausse le ton et le remporte finalement 25-22 et le match 3-7-1. C'est une très belle victoire du Good Luck parce qu'elles se sont battues. Nous sommes restés nous sommes restés debout. Le Good Luck s'est battu, donc elle mérite la victoire largement. Surtout sur les 2 derniers sets, on a fait beaucoup plus de fausses directes. Donc, à mon avis, en tout cas, le 3e set, c'est pour ça qu'on le perd. Le 4e également. Alors, on a pêché. Maintenant, on a su se rattraper correctement. Mais rien n'est encore joué. On va se voir la semaine prochaine. Outre le Good Luck, le Rayon, le RC Arlésien et l'Empire ont également remporté leur quart de finale aller des playoffs. Les matchs retour sont prévus ce week-end.